C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal des correspondants. Nos destinations aujourd'hui, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso et le Burundi. Direction sans plus tarder, le Cameroun. Comme de nombreux pays africains, le gouvernement camerounais multiplie les efforts pour venir en aide aux ressortissants du pays bloqué en Ukraine du fait de la guerre. À cet effet, le président Paul Biya a instruit, entre autres, le déblocage d'un fonds spécial pour voler au secours de ces derniers. Chimène Baleba, Cyril Nguidjoy, nos correspondants sur place, reviennent sur l'essentiel des dispositions prises par l'État camerounais. Le chef de l'État camerounais a pris à bras-le-corps la situation de ses compatriotes en détresse en Europe de l'Est. Des instructions ont été données au gouvernement, entre autres le déblocage et le transfert immédiat des moyens financiers à la représentation diplomatique camerounaise à Berlin. Le DIPOST a des possibilités à accéder facilement aux frontières ukrainiennes pour la prise en charge de ses frères et sœurs partis sûrement à la conquête du monde. Pour une action plus efficace, une cellule d'éveil a d'ores et déjà été mise en place pour suivre l'évolution de la crise au quotidien. Toujours dans le même sillage, l'ambassadeur du Cameroun à Moscou est en alerte depuis 3 semaines et ne cesse de sensibiliser sur les mesures de sécurité à observer. En ce qui concerne les ambassades de Berlin, Bruxelles et Paris, elles sont appelées à se mobiliser à l'effet de continuer à apporter toute leur assistance aux ressortissants camerounais. D'ailleurs, les équipes de diplomates camerounais sont à pied d'œuvre aux frontières de Kiev avec la Pologne, et ce depuis le 5 mars dernier, en étroite collaboration avec les organismes internationaux. Notons que le Cameroun n'est pas le seul pays à prendre des dispositions majeures en faveur de ses ressortissants en Ukraine. Le Nigeria et le Ghana figurent d'ailleurs parmi les pays africains à prendre des mesures en vue de soutenir leurs compatriotes. La ville de Koulikoro, à l'est de Bamako, la capitale malienne, était connue pour ses nombreuses usines. Aujourd'hui, l'activité principale des habitants de cette ville est l'extraction du sable et des graviers dans le fleuve Djoliba. Cette activité qui cause des dommages à l'environnement est revue ici par notre correspondant sur place. Le dilemme de l'exploitation du sable et des graviers, c'est un sujet de Bouraïma Soulo. Koulikoro, une ville ouvrière située à une soixantaine de kilomètres à l'est de la capitale malienne, connue auparavant pour ses usines Icoma, Grand Moulin du Mali, ou encore pour sa compagnie de navigation fluviale Comanave. Koulikoro est devenue aujourd'hui la plaque tournante de l'exploitation du sable et des graviers du pays. Une activité très économique qui occupe désormais les habitants de la ville. Il y a la population qui va s'enrichir avec du sable. Ça, c'est très important pour l'économie de cette ville-là. Ça va beaucoup soulager les habitants de cette région, la région de Koulikoro. Mais l'extraction intensive du sable et des graviers inquiète de plus en plus des associations de défense de l'environnement de la région. Elles craignent l'érosion des berges du fleuve qui occasionneront inéluctablement des inondations dans la ville, mais aussi la pollution des eaux. Un danger pour les ressources halieutiques du fleuve. Je peux même dire que l'eau du fleuve est très très polluée aujourd'hui. Vous voyez, de l'autre côté, tout le monde vient déverser les déchets toxiques aux berges. Maintenant, pendant la crue de l'eau va encore ramener tout ceci qui va vraiment polluer l'eau. En contrepartie, les poissons vont prendre leur part et au retour, nous allons consommer ces poissons-là qui vont vraiment nous tuer à petit feu, un à un. Alors que les défenseurs de l'environnement s'inquiètent des conséquences écologiques graves pour le fleuve, l'association des femmes exploitantes du sable et des graviers de Koulikoro se soucie, elle, de la santé de ses membres. Ce que je souhaite ardemment est qu'on puisse nous aider, parce que beaucoup de femmes exploitent le sable et les graviers pour nourrir leur famille. Mais je souhaite qu'elles cessent ce travail
car c'est très risqué pour elles. Elles sont toutes infectées par des maladies. Nous demandons de l'aide pour qu'elles sortent de l'eau pour pouvoir travailler ailleurs. Sinon, elles sont toutes malades. Entre la sauvegarde de l'environnement et subsistance économique des ménages vivant de l'exploitation du sable et des graviers, la ville de Koulikoro fait face à un dilemme auquel elle doit pourtant répondre. Allons à présent au Burundi où vivent des centaines de réfugiés congolais, mais dans des conditions précaires, des conditions de précarité, j'allais dire. Nos correspondants sur place sont allés à leur rencontre. Suivez plutôt le reportage. Le Burundi héberge des réfugiés congolais sur son sol. La majorité se trouve dans 2 camps de réfugiés du nord du pays. Il s'agit du camp de Musasa à Ngozi et celui d'Okinama à Muyinga. Malgré l'apparence digne de leur maison couverte d'étoiles, la réalité est tout autre. Ici, la vie est très mauvaise. Nous mangeons très mal, l'aide alimentaire ne nous suffit pas. Nous n'avons pas des ustensiles de cuisine, du matériel de couchage. Les maisons sont dignes mais exiguës. Les jeunes garçons et jeunes filles dorment ensemble alors que ce sont des adolescents. Nous n'avons pas où les caser. Malgré l'aide alimentaire que Jacqueline reçoit, la situation reste compliquée. Le kit alimentaire est très insuffisant. Pour ce mois de février, nous avons eu seulement 3 kilos de riz, 1 kilo de haricots, pas d'huile, pas de savon, pas du sel. À Kinama, un autre camp de réfugiés congolais, c'est le même scénario. Conditions de vie désastreuses, insuffisance d'aide alimentaire, ici aussi les réfugiés plaignent. Nous mourons de faim. On nous donnait de la farine, d'huile, du sel, mais aujourd'hui on nous donne de l'argent. Et quand tu vas au marché, tu achètes 1 kilo de farine à 2000 francs. On ne peut pas joindre les 2 bouts du mois. Dans 2 semaines seulement, cet argent est terminé. Moi, je suis veuve, je nourris 5 enfants. Sans mendier dans les rues ou faire la lessive pour des particuliers, ma vie se complique. Que ce soit le camp de Masasa, de Bgagiliza, de Nyanganda ou encore de Kavumu, les plaintes sont les mêmes. Les réfugiés congolais qui vivent n'attendent qu'une seule chose, que leurs cris de cœur soient entendus. Je vous propose d'aller à la découverte d'une activité génératrice de revenus en pleine expansion au Burkina Faso. Il s'agit des parkings payants. Comment fonctionne cette activité? Réponse dans ce reportage de notre correspondant Edema Ebla. Alignés les uns après les autres, les parkings payants fleurissent un peu partout à Ouagadougou, la capitale africaine des 2 roues. Abdul Fattah Ouedraogo évolue dans ce domaine depuis quelques années et ne s'en plaint pas. Les étudiants c'est 50, mais les trucs hors étudiants c'est 100 francs. On ne peut pas évaluer le nombre de motos qu'on gagne là. Mais bon, 100 motos là on peut gagner. Oui. Comment on s'en sort dedans là-haut? On va dire que ça peut aller. Au Burkina Faso, l'exercice de cette activité est soumis à une réglementation. Pour avoir un parking, il faut avoir un agrément à la mairie. La loi permet de garder les motos à 100 francs CFA et les vélos à 50 francs CFA, des tarifs qui doublent à l'occasion des fêtes. Mais ces montants ne concernent pas les écoles publiques, hôpitaux, cimetières, morgues, pharmacies, où les frais de parking sont à 50 francs CFA pour les motos et 25 francs CFA pour les vélos. Tout chose que certains parkers ne respectent pas. Bon, le parking payant, si tu payes et quand tu remets un ticket, bon là ça rassure. Mais souvent il y a d'autres qui ne donnent pas de ticket. Tu payes mais on ne te donne pas un ticket. Et puis bon, tu pars, puis après tu reviens
prends ton engin. Bon, à ce niveau-là, je trouve que bon, c'est un peu risqué. Mais si, au moins, si tu payes encore un ticket, en cas d'une pète, voilà, on peut vraiment t'aider à retrouver ta moto, te trouver un autre engin. Nous déposons nos motos en parking pour la sécurité de notre moto contre les voleurs et consorts. Le prix c'est abordable, comme c'est un prix étudiant, 50 francs, c'est abordable. Tu peux venir déposer ta moto, tu reviens pour chercher. C'est pas que c'est perdu, mais pour retrouver la moto facilement, c'est ça qui est le problème. Évidemment c'est payant, J'ai payé mon vélo là à 25 francs. 25 francs, ça c'est par jour. Voilà, on peut payer mensuellement ou bien de façon journalière. Même si l'objectif de ces parkings est de sécuriser les motos et d'éviter qu'elles ne soient à la portée de n'importe qui, des vols sont souvent enregistrés. Ouais, il y a eu des situations là où nous-mêmes on a perdu des motos, mais bon, c'est le travail même qui est comme ça arrive. Mais si il y a ce problème-là, on s'entend avec la personne au commissariat et puis on paye petit à petit. Parking moto et vélo, une activité génératrice de revenus. Le secteur est organisé de sorte que les employés sont rémunérés journalièrement pour certains et mensuellement pour d'autres. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal des correspondants. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir pour moi de vous l'avoir présenté. On se donne rendez-vous à la prochaine.